ici Dorine, Et Cyril. des investisseurs sereins. Après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. Bienvenue sur ce nouvel épisode d'Histoire d'investisseurs. Aujourd'hui, j'accueille Thibaut de Bye Bye Patron. Il est également podcasteur sur les sujets d'investissement en général et sur l'immobilier. Et je suis super contente d'apprendre à le connaître aujourd'hui dans cet épisode. Il va nous partager son parcours et j'ai hyper hâte de tout savoir sur son parcours. C'est parti. Salut Thibaut. Salut Dorine. Comment ça va? En cette belle journée ensoleillée. Je suis très content d'échanger avec toi, entre personnes du Grand Est, parce que je suis alsacien, comme vous allez l'entendre assez rapidement. Donc voilà, c'est toujours un plaisir. Je trouve qu'il n'y en a pas assez des investisseurs sur les réseaux du Grand Est. Donc voilà. On est là, on représente. On est là, on doit. Sinon, on va tout acheter. Donc dépêchez-vous. Je suis super contente de t'accueillir sur le podcast. Donc l'idée du podcast, c'est qu'on va revoir un peu tout ton parcours d'investisseur pour essayer d'inspirer les auditeurs, voir d'où tu viens, comprendre ta démarche justement depuis le début. Donc on attaque. Déjà, donc, tu t'appelles Thibaut, t'es né en Alsace. Exact. J'aimerais juste savoir dans quel genre de famille t'as grandi, d'où tu viens, voilà un peu le point de départ, quoi. Ok. J'ai grandi dans une famille très généreuse et géniale. Je pense que ce qui est important peut-être de dire, c'est que moi, j'ai eu mes deux parents, ils sont quand même épanouis dans leur travail, ce qui est pas forcément le cas de notre génération. Notamment ma mère, elle est toujours plus ou moins magistrat. Donc c'était un métier hyper intéressant, beaucoup de pouvoir. L'argent, tu vois, ça va, mais il est pas illimité comme quand tu es entrepreneur, mais tu gagnes bien ta vie. Tu peux, voilà, t'as tout pour mener une vie quand même confortable. Et surtout, culturellement, voilà, c'était intéressant. Ma mère, elle adore les musées, elle adore voyager. Tout ça, elle me l'a assez bien transmis. C'est peut-être pour ça que là, moi, je voyage 3 mois par an, grosso modo. Et mon père, lui, il gagnait quand même assez bien sa vie. Mais lui, il a toujours tout claqué, quoi. Il est profession libérale. Il a toujours tout claqué, zéro invest. Il a vraiment vécu. Je pense que c'était une autre mentalité aussi, quoi. Donc, ou peut-être eux, ils avaient grandi dans une France qui allait plus ou moins bien, même si c'était un peu peut-être le début de la fin, quoi. Mais il a tout claqué. Là, il a 60, il est pas loin des 70. Il travaille encore, parce que vraiment, il a tout claqué. Mais voilà, il a fait du circuit en voiture. Il a voyagé à New York à 30 ans. Il aime bien les montres. Voilà. Ah, c'est génial! Donc mes deux parents, zéro investisseur, mais en tout cas les deux ils sont bien plus dans leur métier. Et c'est vrai que j'ai grandi avec ça, avec un métier qui pouvait t'épanouir, qui est aussi de procurer un statut social, qui est maintenant beaucoup plus difficile à. Enfin, tu vois, la plupart des gens de ma génération, ils sont quoi, marketeurs dans la finance. Si t'es pas médecin, en gros, les gens ils comprennent pas ce que tu fais, et puis t'as aucun apport. Et si t'es avocat, le truc qui faisait un peu rêver, c'est hyper compliqué, tu gagnes pas bien ta vie. Donc en fait, voilà, j'ai grandi là-dedans, voilà. Mes deux parents ils sont séparés assez tôt. Et ça, je pense, c'est très important. Je le dis souvent, si tu veux investir, essaie de rester en couple. C'est vraiment ce qui te coûte le plus cher. Avoir un logement tout seul, surtout de nos jours, c'est hyper cher. T'as des énormes économies, des énormes synergies, en plus de l'amour, c'est beau l'amour. Mais voilà, surtout dans les villes qui sont chères, essayer de rester ensemble, ça te change grandement. Et surtout, je le vois maintenant en fin de carrière pour mes deux parents. Si je compare aux gens de mon niveau social, on va dire, mes parents sont restés ensemble. Justement, ils ont acheté leur vie financière. Attends, j'ai pas compris, du coup, tes parents, ils se sont séparés quand t'étais jeune ou ils... Ouais, quand j'étais jeune, ouais. Attends, j'ai pas compris la phrase que t'as dit, ils sont encore ensemble. Les gens on va dire mes amis, tu vois. Ah, ok. Qui ont leurs parents qui sont, je sais pas, experts comptables ou kinés, dentistes, les trucs comme ça, qui sont restés ensemble. Eux, ok. Tu vois qu'en fin de parcours professionnel, ils ont vraiment accumulé énormément de patrimoine. Là où mes parents, eux, ils se sont jamais vraiment posés longtemps avec quelqu'un d'autre ensuite. Du coup, ils ont beaucoup dépensé. Ma mère pour nous, merci, et mon père pour ses loisirs. Et donc voilà.
Donc j'ai grandi vraiment, je trouve, pour moi, de mon point de vue, après c'est chacun son point de vue, dans un hyper bon environnement, surtout d'un point de vue financier, parce que du coup ils m'ont rien laissé à part, j'ai pu faire les études que je voulais, mais j'ai dû emprunter pour m'installer dans ma première location et tout. Voilà, j'ai eu que de l'apport, on va dire immatériel, qui est super satisfaisant aujourd'hui. Et tous les gens que je connais, justement, qui ont eu des parents avec des gros patrimoines, on parlera tout après. J'ai un de mes meilleurs amis, avec son père, il a plus que 100 appartements. Et en fait, je vois que ça crée une relation, enfin en tout cas que moi je juge pas du tout saine entre les parents, les enfants. Beaucoup d'enfants arrêtent les études parce qu'ils voient bien que leur père gagne beaucoup via l'immobilier et tout ça. Et après, le père, il lâche jamais vraiment les rênes, il donne jamais le contrôle à l'enfant et tout. Donc voilà, si c'était à refaire, je changerais rien en tout cas à mon éducation. Et donc, du coup, c'est intéressant parce que ta mère, elle était fonctionnaire alors en magistrate. Ouais, t'es plus ou moins fonctionnaire, ouais. Ouais, plus ou moins. Et ton père, c'était profession libérale, il était plutôt dans le domaine de la santé ou dans le domaine Non, la justice aussi, ouais. justice aussi. Ouais, Ouais. donc du coup, ils avaient pas du tout un mindset d'investisseur. Enfin, Pas du tout. c'est pas du tout quelque chose que t'as entendu, quoi. Ils savent pas lire un bilan, enfin voilà, ni rien. Non, mais c'est super intéressant du coup, Ouais. souvent en plus, parce que moi, en l'occurrence, ma mère était médecin. Et en fait, tous les potes en plus de ma mère, c'était des médecins. Donc, tu sais, tu t'es un peu j'imagine du coup que les potes de tes parents, il y en avait beaucoup qui étaient dans le secteur de la justice. Même pas tant que ça, Pas pour tant que être ça? honnête. Ah, Non, c'est ouais. cool! Ouais. Mais en tout cas, il n'y avait pas d'investisseurs. Hein. Il n'y Ouais, avait il n'y pas avait pas d'investisseurs. d'investisseurs, Ça, c'était c'est des... sûr. Hein. Bah ouais, c'est ça, moi non plus, j'avais Mm. pas ça dans mon entourage. Ok, et du coup, alors j'imagine, alors tu me dis si je me trompe, Mm. ils t'ont donc poussé pour faire des bonnes études. Ça devait être ça leur logiciel, non? Ou pas? Oui, je pense. Après, ils m'ont tous les deux poussé à pas faire leur métier parce que objectivement, je trouve que voilà, être juge, par exemple, c'est super intéressant. Mais je voyais les contraintes et la grosse contrainte que je voyais chez les deux, c'était qu'en fait, ils produisaient. Enfin, il n'y avait pas de levier possible pour augmenter tes revenus. Ça, c'était vraiment le truc que j'ai vu assez vite. Par exemple, ils avaient des experts comptables. C'était un peu c'est là-dedans que j'ai fait mes études. Eux, là, je voyais bien que tu pouvais avoir des comptables qui travaillent pour toi et qui génère de l'argent pour toi. Donc c'est pour ça que moi j'étais là-dedans, ça m'allait bien. Voilà, si c'était à refaire ça, peut-être que je sais pas si j'aurais pris cette voie. En tout cas, ils m'ont tous les deux découragé énormément de faire leur métier, quoi. Mais pourtant, ils ont adoré, quoi, c'est ça qui est Ouais, bien. ouais, c'est ça, ouais. Mais tu sais, les gens, ils se plaignent Ouais, toujours de ce qu'ils font, ouais, ouais. donc voilà. Ok, du coup, tu t'es lancé. T'étais plutôt bonne élève, j'imagine, parce que pour faire... Au lycée, hein, j'ai toujours eu des problèmes avec l'autorité, hein, donc c'était assez compliqué. J'avais plutôt de assez bonnes notes, mais j'avais toujours des problèmes avec l'autorité. Et après, quand je suis arrivé en études supérieures, là, ça s'est assez bien passé parce que la comptabilité, j'aimais bien, c'était clair, je trouvais que les profs, ils étaient compétents et tout ça. Donc là, j'ai commencé à avoir vraiment des bonnes notes, alors qu'au lycée, c'était plus compliqué. Hein. Ok, ok. Donc, Ouais. expert comptable, donc ça veut dire que tu avais quand même un amour pour les chiffres à la base, un peu quand même. Ouais, ça, j'ai toujours calculé super vite et encore maintenant, ouais, ça, c'est un truc, j'aime bien, moi, ça, même si on peut leur faire dire ce qu'on veut, les chiffres, ça ment pas, quoi. Ça Bah ment ouais, un peu. ouais. Ok. Ça, c'était vraiment le truc, tu vois, enfin, moi, au lycée, c'était toujours, si on en revient vraiment à là, c'était toujours, tu sais, faut être nuancé, faut toujours faire des dissertations. En fait, au lycée, on t'apprend à être moyen dans tout, tu vois. Alors qu'en fait, dans la vie, si tu veux faire de l'argent, faut être bon dans un domaine et le reste, on s'en fout. Et j'aimais pas trop, c'était toujours, tu vois, dans toutes les matières, c'était dire le pour, le contre, faire une synthèse et au final, t'arrives nulle part. La comptabilité, c'est hyper simple, quoi. Le débit égale crédit, la différence entre tes produits et tes charges, ça fait ton bénéfice. C'est hyper, c'est carré. Tu peux vérifier que les trucs sont en ordre. Voilà, tu lis un bilan, ça va. Ok, dans un bilan, tu peux faire passer des trucs, mais c'est quand même beaucoup plus clair qu'un mec. Une fois, il y a des gens, ils racontent une histoire et tu leur dis, ben, donne-moi ton bilan, et puis au moins on comprend, quoi. Bah ouais. C'est ce qu'on devrait faire avec beaucoup de podcasteurs, youtubeurs, vendeurs d'immobilier. On devrait leur demander leur bilan de société et puis on verra bien Ouais, combien ils ouais, gagnent ouais. avec l'immobilier, quoi. Ouais, parce que c'est vrai que des fois, en fait, on est... Mais c'est marrant, ça me fait penser un peu que des fois, j'entends des gens qui parlent, mais peu importe dans le secteur, hein, que ce soit dans le business en ligne, enfin, les Mm. infopreneurs ou investisseurs, c'est à la fin, tu as juste envie de dire, non, mais c'est quoi les chiffres, quoi, tu vois, le blabla, il y a un nuage, Ouais. mais tu sais, tu vois pas concrètement, Ouais, c'est ça. parce que moi, les chiffres, ils disent des choses, quoi. Ouais, ouais. C'est comme les gens qui travaillent beaucoup. Ça veut dire quoi, beaucoup, tu vois. T'en as, ils se Ouais, plaignent tout le temps. Mais... c'est ça. C'est quoi le chiffre? Combien d'heures? Qu'est-ce que tu produis? Exactement. Ouais. Ok, donc du coup, tu t'es lancé dans des études plutôt compta.
Et donc là, à ce moment-là, en fait, c'était quoi dans ta vie, ton rêve, comment tu te voyais plus tard? Plutôt comme ton père et ta mère, avoir un bon travail qui gagne bien, c'était Ouais, quoi? c'était ça. Moi, c'était être à mon compte, que personne. Voilà, c'est un truc, c'est que faut que personne ait son mot à dire sur ma vie, quoi. C'est vraiment le point le plus important pour moi. C'était vraiment. Je me souviens quand on était étudiant, j'avais en cours d'allemand, il nous expliquait que on avait lu un texte que les jeunes diplômés, ils voulaient aller dans les grosses boîtes, genre BMW, Mercedes et tout. Moi, je comprenais pas du tout ça. Je me disais, mais quelle idée, tu fais des études, c'est pas pour être le larbin de quelqu'un. Et puis finalement, c'est ce qui m'est arrivé après mes études. Mais voilà, c'était être à mon compte, être responsable de... Peu importe les revenus, c'était surtout voilà, être responsable de ma vie un peu et puis de mon activité, quoi. Ouais, d'avoir une forme de liberté, Mm. pas de sentir emprisonné. Et Mm. donc, du coup, tu t'es dit, bah, c'est parti. Donc, tu t'es trouvé salarié au démarrage, quoi. Ouais, c'est ça. Donc en fait, pour la faire court, pour être expert comptable, faut un bac plus 8, dont 3 ans de stage en France, enfin grosso modo en France dans un cabinet. Et moi, à la fin du bac plus 5, je suis parti à l'étranger, rencontre de la vie, hein, c'est comme ça. Et puis j'y suis toujours. J'ai passé une bonne partie de mon temps. Et donc j'ai un peu abandonné le côté, justement là, j'ai eu plus d'appétence pour les grosses sociétés. Et puis quand tu es jeune diplômé en compta, enfin beaucoup de gens, surtout à l'étranger, ils vont dans des cabinets d'audit, ça s'appelle financiers, où tu apprends à beaucoup travailler pour une paye pas géniale, mais au moins tu es en CDI, tu peux t'installer. Enfin voilà, tu as un peu les trucs qui te manquaient quand tu étais étudiant, quoi. Mais du coup, tu as pu valider le fameux diplôme d'expert comptable Non, du ou... coup, je suis expert comptable à l'étranger, mais j'ai jamais exercé. Après, j'ai un peu abandonné l'idée de devenir expert comptable parce que je trouvais que c'était intellectuellement plus assez intéressant par rapport à... Enfin, je voyais bien l'intérêt d'être à mon compte. Après, j'ai vu plutôt l'intérêt d'avoir des clients intéressants plutôt que... Même si, voilà, je dénigre pas, mais quand t'es expert comptable à ton compte, tu vas avoir des tabacs, des restos, des petits business, quoi, qui font pas... C'est pas le truc dont tu as envie, en tout cas, enfin, avec qui j'avais envie Et de donc trucs. là, enfin, en tout cas, à ce moment-là, quand tu as commencé à travailler pour des grosses Mm. boîtes dans des Mm. cabinets, ils t'ont jamais embêté en disant oui, mais du coup, t'as pas le tampon expert comptable français, ça, c'est pas quelque chose Non, non, parce que vu que qui t'a posé problème. j'étais plus en France et tout ça, et après, donc j'ai eu les diplômes, je les ai eu très rapidement là-bas aussi. Ok. Mais vu que je me suis jamais installé vraiment dans cette activité, ben voilà, j'ai pas. Parce que très souvent, en fait, il faut avoir le diplôme et être enregistré à l'ordre des experts comptables. C'est comme ça que tu peux dire que tu es expert comptable. Comme je pense les notaires, enfin, je sais pas, je suis pas expert, mais je pense que les notaires et tout ça doit être pareil, les professions réglementées comme ça. Alors, et du coup, tu as commencé à bosser, tu as gagné de l'argent. Mm. Et est-ce que tu as fait comme ton père, du coup? Tu Tout cramais? claqué. Non, Ouais. non, bah non, parce que moi j'avais appris, hein, ça j'avais appris. Mais Ouais, comment ouais. t'as appris ça alors, du coup? Bah en fait, par souvent ce qu'on fait dans la vie, c'est soit la même chose que ses parents, soit exactement l'opposé, quoi. Donc j'ai été assez prudent, j'ai pas beaucoup dépensé. Surtout au début, je travaillais tellement que la question elle se posait même pas en fait. Je travaillais vraiment, on va dire en moyenne, je commençais à 8 heures, je terminais à 22 heures. C'était ça à peu près mes horaires. Donc en fait, je dépensais jamais. Le week-end, j'étais mort. Je buvais une bouteille de rosé le samedi soir. Et puis voilà, c'était ça mes grosses dépenses. Et aller manger des sushis. C'était à peu près ça. Donc très vite, j'ai mis quand même pas mal d'argent de côté. Au bout de 2 ans, j'avais à peu près, déjà, j'avais un emprunt à rembourser pour m'installer. Ouais, j'avais à peu près épargné 20 000 euros peut-être au bout de 2 ans. Donc c'était quand même pas mal. Et là, j'ai acheté mon premier appart. Ok, parce que là, enfin, moi ce qui m'intéresse, c'est de comprendre un peu tes déclics. C'est-à-dire que déjà, comment t'as su que tu voulais pas faire comme tes parents? Qu'est-ce qui t'a fait dire je veux pas faire comme eux? Mon père qui se levait trop tôt, genre 5 heures du mat pour travailler, et ma mère qui disait que le concours de magistrat, c'était un des plus durs de France. Et moi, j'étais quand même, enfin, surtout au lycée, j'étais moyen, donc ça allait pas. Après, en compta et tout, c'était bien, mais bon, là, c'était déjà trop tard, entre guillemets, quoi. Donc voilà, c'est ça qui a fait que... Et t'as jamais vu ton père ou ta mère, entre guillemets, regretter de pas avoir investi avant? Enfin, ils ont jamais dit, ah, on aurait dû, ou, non, Non. ils se sont jamais dit ça. Après, au bout d'un moment, je pense que c'est, entre guillemets, trop tard, quoi. Quand t'as 60 ans, tu te dis, ouais, j'aurais dû le faire, mais bon, après... C'est comme, tu sais, les gens qui parlent des regrets des personnes en fin de vie. En fait, faut pas baser, enfin, selon moi, ta vie sur leurs regrets, parce que en fait, ils font leurs regrets par rapport à tout ce qui s'est passé. Du coup, t'as plein, ils disent, ouais, j'aurais voulu moins travailler. Ouais, mais en fait, tout ce que t'as eu dans ta vie, c'est peut-être parce que t'as travaillé. Donc, c'est bien beau de le dire à 80 ans. Mais en fait, c'était le truc à faire sûrement pendant une bonne partie de ta vie, quoi. Donc voilà. Non, non, ils ont jamais à regretter. Après, on n'a jamais manqué de rien, hein, pas du tout, hein. Ok, et toi, t'étais en mode, moi, je veux être indépendant, Moi, je veux... personne m'embête. Ouais, c'était vraiment ça. et je mets de l'argent de côté parce que je veux investir.
Bah surtout, ouais, d'abord c'était la sécurité, hein. Et puis après il y a eu l'investissement. Ouais. Ok. Et tu t'es dit à ce moment-là, en fait, tes parents, ils avaient même pas leur résidence principale? Si, ça, ouais, Ils avaient si. quand même acheté leur résidence principale. Ouais. Donc tu t'étais dit Et tout le quoi? monde le faisait. Enfin, à l'époque, Bah c'était un oui. truc, tout le monde le faisait. Donc, Ouais, c'est rare, quelqu'un de ouais, 60 ans qui a pas sa résidence ouais. principale. Ouais, ouais. Et du coup, toi, tu t'es dit quoi alors? Je vais acheter ma résidence principale? D'abord, ouais, c'est ça. Donc moi, je suis parti à l'étranger dans un marché qui était assez fou, hein, qu'il est resté pendant longtemps. Les prix étaient déjà chers, ils faisaient que monter. Donc les loyers étaient chers, mais beaucoup moins chers proportionnellement que à l'achat. Et donc je voyais que je pouvais acheter à ce moment-là et j'étais pas sûr. J'avais vite fait les calculs, quoi. Je savais que je pouvais acheter au moment X et puis au moment Y, c'était plus compliqué, tu vois. Ok. Et donc à l'époque, je sais pas, je gagnais peut-être 2 fois et demi moins que maintenant. Enfin sur mon activité qui me génère des revenus récurrents, on va dire. Et aujourd'hui, je pourrais peut-être acheter la même chose qu'il y a 12 ans, tu vois. Donc c'était quand même une bonne affaire, quoi. Enfin, c'était le bon moment. Donc du coup, t'as acheté quand t'as Ouais. démarré là? Parce que là, t'as quel âge, juste pour qu'on refasse un Donc point. j'ai fini les études à 24, donc ensuite à 26, j'ai signé. Ton premier appart. Ouais, Et là, aujourd'hui, tu as, si c'est pas indiscret, 36. 36. Ok. Ok. Donc tu t'es dit, ah, mais du coup, on a le même âge. Enfin, à peu près. Toi, t'as 3 enfants, moi j'en ai pas encore. Je suis de 87. Donc du coup, t'es de Ouais, 87 aussi, ouais, j'imagine. exact. Ouais. Ok, donc t'as fait ton premier investissement pour habiter dedans. Donc c'était quoi? C'était un appart Ouais, à l'étranger. exact. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Tu t'es dit, ok, c'est cool, j'ai un Bah, appart. ensuite, j'ai fait les calculs, j'ai vu que les apparts, ça, parce qu'à l'époque, les prix prenaient, c'était déjà, on était deux, mais c'était déjà plus d'un demi-million d'euros, hein, parce que c'était cher. Donc, je voyais que les prix ils prenaient 10% par an. Donc, en gros, je comparais ça. À l'époque, je gagnais peut-être, je sais pas, 40 000 euros par an. Je me disais, attends, mon appart en un an, il a pris plus que tout ce que j'ai gagné. Enfin, tu vois, j'ai vite fait je me suis dit, ouais, là, il y a un truc. Alors, soit je bosse pour rien, ou soit il y a un truc à faire. Sauf que bon, j'étais super endetté. Nous, on s'était endetté à plus que 50. On était deux, hein. Bon, plus que 50% de nos revenus. Vu que l'humo faisait que monter, c'était post-prime, mais tu vois, tu faisais que monter, que t'étais jeune, on te disait, vas-y, on te file, je me rappelle que je suis allé à la banque, on m'a dit qu'on me prêtait 500 000 euros. Moi, je viens d'un endroit où les limos, il est pas cher, un appart, ça coûtait 150 000 euros, quoi. Et donc, voilà. Donc, pendant, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Tu parles investissement? Qu'est-ce qui s'est Ouais, bah du passé? coup, t'es resté combien de temps dans ta résidence? Enfin, la résidence principale, tu l'as gardée. Et après, qu'est-ce que t'as fait? Je suis resté 8 ans. 8 ans. Ouais. Et après, bah, du coup, j'ai racheté un appart à cet endroit-là pour investir parce qu'en fait, je savais pas quel régime fiscal j'allais avoir par rapport à la France. Ça, c'était un peu le truc. Maintenant, on sait, t'as les SCI à l'IS qui sont complètement, on va dire, imperméables, même le meublé et tout, t'es imposé déjà, j'avais pas compris à l'époque, et puis, faut dire aussi, on avait beaucoup moins de contenu, que t'allais être en déficit pendant super longtemps. Donc, je m'étais dit, ouais, pas que je sois imposé sur les loyers, là où j'habite et qu'il n'y ait pas de déduction possible. Enfin, voilà, j'avais un peu, beaucoup d'interrogations et souvent donc ça te décourage, hein. Enfin, déjà c'est quand même dur d'investir et après dès que tu as des freins comme ça Mais du coup, moi, j'ai pas bien compris parce que t'as acheté ta résidence principale en mode hum, j'emménage avec ma copine, hum, machin, j'imagine, hum, ou ton copain, je sais pas. hum. Et du coup, tu t'installes et ensuite, tu te dis quoi? Tu te dis, tiens, je vais acheter pour faire du locatif. C'était ça que tu avais en tête. Ouais, c'est ça, ouais. Et c'est là que tu t'es posé la question sur les impôts parce que les deux, c'était Ouais, à l'étranger, tes investissements. Ta résidence principale était à l'étranger. voilà, et c'était déjà hyper cher là où j'habitais, mais du coup j'ai acheté un appart aussi là où j'habitais, un studio à 230 000 euros. Voilà, ça c'était mon premier achat locatif. Aussi à l'étranger, quoi. Exact. C'était un appart, du coup, à 230 000 euros. Studio. Un studio en plus. Ah, ouais, Ouais. c'est chaud. Donc, pour être rentable, faut le louer cher, quoi. 33 mètres carrés, je louais 1000 euros. En gros, je remboursais 1000 euros, 1100, je sais plus. Et je le louais 1000. J'ai jamais payé les charges. Ça, c'était un bon. En fait, je sais pas, il y a eu un micmac et en gros, les charges, je les ai payées quand j'ai revendu l'appart. Donc ça m'avait bien aidé sur le cash flow parce qu'en fait, bah, j'avais pas d'argent, faut dire ce qui est, Bah hein. ouais. Ouais, j'avais pas beaucoup d'argent. Donc, j'étais déjà bien endetté. Là, on a dû payer les frais de notaire. C'était 8% de 130 000 euros. J'avais quoi, 28 ans peut-être? 27 ans, je sais plus. Donc voilà, j'ai acheté ça, j'ai loué 1000 euros, j'ai eu assez vite des impayés.
Et t'avais fait des travaux dessus? Enfin, parce que t'avais dit Non, 200 000 et après t'as dit 130 000. 230 000. Ah, 230 000. Ok. Ouais, Ok. 230 000. Et j'ai eu des impayés, voilà. Ça a été compliqué. L'appart, il était pas très bien situé, dans un endroit un peu... en fait, j'avais acheté le moins cher, hein. Donc, au bout de 2 ans, par contre, il avait pris énormément de valeur, donc je l'ai revendu. En fait, j'ai été donc au tribunal moi-même, j'ai plaidé, tout ça. Et donc, ouais, au bout de 2 ans, je l'ai revendu parce que j'avais vu qu'il avait pris de la valeur. Et t'avais réussi à le vider avant de le vendre? Ouais, la locataire m'avait même repeint l'appart. Ah, cool. Ouais. L'appart, il avait été refait récemment, hein, donc non, c'était bien. Ok. Et donc, je l'ai revendu 2 ans après, 370 000 euros. Ah Donc, on ouais. était deux, hein. Mais ça m'a assez vite changé la vie dans ma vie d'investisseur parce que c'est la première fois où j'ai eu du cash en fait dans ma vie. Avant, j'en avais jamais. Donc, surtout avec les impayés à 1000 euros, voilà, ça te plombe le budget, quoi. Donc, voilà. Mais c'est cool parce que tu t'es pas démotivé, t'as vendu, et là tu t'es dit je recommence, et cette fois je ferai pas Ouais. pareil, j'imagine. Tu t'es Hum. dit attends, j'investis différemment. Yes. Bah là, déjà, j'ai investi tout seul. Après, parce que là, j'étais toujours en couple. Je me suis dit, je vais acheter en France maintenant. Parce que là, j'ai commencé à comprendre déjà que c'était trop cher. Bah, tu vois, même les loyers, ça restait 1000 euros, 370 000 euros. Bon, ben, tu peux pas, c'est comme à Paris, t'as pas de renta, quoi. Bah Même ouais. si maintenant, il vaut sûrement encore 100 000 de plus, cet appart, mais je l'avais bien acheté, hein. Ça, j'ai toujours bien acheté les apparts. Ça a été un peu, j'ai acheté et revendu, on n'a pas trop parlé, mais plein de trucs dans ma vie, des vélos, des consoles, des voitures, fonction de mes finances. Donc l'appart, je l'avais très bien acheté. Bah, la preuve, 2 ans, même si l'IMO, il avait un peu monté, tu vois un peu j'avais fait un bon coup. Et pareil, il y avait 13 ou 14 acheteurs le jour où je suis allé visiter. Donc tu vois, j'ai signé direct dans l'appart, une sorte de compromis. Et puis voilà, c'était... Donc ça, quand t'entends 12, 13 acheteurs, tu sais que t'es sur une bonne affaire en général. Voilà. Et donc après, j'ai acheté en France, ouais. Et du coup là c'était plus rentable, t'as réussi, tu t'es dit je vais faire différemment. Ouais, là, je me suis dit, bah, déjà, je vais acheter moins cher. Les conditions bancaires étaient meilleures. Et donc, ouais, c'était bien rentable parce que pour te dire, le premier appart que j'ai acheté, je l'ai acheté à 23 000 euros. Ça s'invente pas. Et j'ai négocié à fond et tout. Et cet appart, je viens de finir ma compta, il m'a rapporté 11 000 euros l'an dernier. Donc, en tout, il m'a coûté 35 000 notaires, travaux et tout. Et je le loue en Airbnb, il m'a rapporté 11 000 euros l'an dernier. Ah, donc ça fait des rentas à 30% quoi. Ouais, bon, c'est l'appart le plus rentable que j'ai de loin. Après, c'est sur des petits montants, donc c'est pas si, tu vois, vaut mieux l'autre appart où j'avais zéro cash flow, où j'ai fait 150 000 en 2 ans que là, l'autre où tu fais 10, 11 000 et t'as quand même la taxe foncière, enfin, t'as quand même des charges, quoi, derrière, donc, Et ensuite, là, j'ai commencé à accélérer, j'ai acheté plusieurs appartements, toujours des petits prix, hein, j'en ai acheté énormément d'appartements à moins de 100 000 euros. Mais alors comment t'as fait tes négos? Je veux bien qu'on creuse un petit peu là sur le sujet, sur... Ouais, Tu dis bah, depuis que t'es jeune et tout, t'es négociateur, t'as... en fait, j'ai vite compris que, C'est à quel âge que t'as compris ça? La négo? bah, quand j'avais pas d'argent, hein. Donc c'était tout le temps, tu vois, on en parlait avant. Mes parents, ils m'ont toujours tout payé, le train de vie, les vacances et tout, mais j'avais jamais d'argent. Donc c'était comme ça que j'ai dû négocier. Bah en fait, c'était soit tu négocies, soit t'as rien. Est-ce que tu veux dire qu'en gros, eux te payaient les choses quand on avait besoin, et Ouais. toi, dans ta poche, t'avais rien pour décider par toi-même ce que tu devais acheter, voulais acheter, quoi? Bah je pouvais dire ouais, en gros, c'était ça. Donc mais par exemple les vacances, mes parents même si après quand j'étais ado, ils me payaient toujours voilà, si je partais en camping et tout, ils posaient pas la question, ils disaient OK, vas-y, on te donne à l'époque c'était rien, hein, je sais pas de 200 300 euros pour 10 jours, vas-y, tu pars avec ça et c'était bien. Et du coup, j'étais jamais comme beaucoup de gens que j'ai pu voir un peu surprotégés ou tu vois comme des enfants uniques et tout, même qui ont des parents qui ont beaucoup moins de moyens. Ça, ils ont assez bien fait, hein, je veux le dire. Donc après, comment tu négocies? Le meilleur moyen de négocier, c'est de trouver la personne qui va te permettre de négocier, le vendeur qui va te permettre de négocier. Et comment tu le trouves? Bah, en général, c'est en envoyant le plus possible. C'est ça, là. S'il y a qu'un seul truc à apprendre, c'est que pour bien négocier, c'est mettre tout le monde en concurrence, trouver la bonne affaire. Tu vois, là, j'ai acheté l'appart où j'habite maintenant, là. Pour l'acheter, j'ai visité 25 apparts en 5 jours et j'ai trouvé un appart sans travaux à bien 20, enfin, à plus de 150 000 euros de plus-value latente, quoi, quand je l'ai acheté. Ah ouais, direct. Pareil, 30 acheteurs, tac, mais bon. Pendant une semaine avant, j'étais là, je sais pas, je passais peut-être 30 appels par jour, tu vois.
Et c'est comme ça que après, t'as d'autres techniques, ça dépend. Mais quand t'as 30 acheteurs, tu peux pas vraiment, enfin, parfois faut négocier parce que tu vois des biens qui traînent ou des choses comme ça. Ou alors t'as pas le choix, t'essayes. Moi, je me suis aussi, il faut dire, je prends beaucoup de refus, hein. Je prends, 3 fois sur 4 des refus, hein. Bah, ça, c'est important, je trouve, de le dire, Oui, c'est oui, que oui, un oui. bon négociateur, c'est quelqu'un qui négocie, enfin, Ouais. qui prend plein de portes, parce Nous, que on si... négocie pas des prises d'otages. On n'est pas là. Si tu te rates, c'est plutôt t'as rien. Et si tu te rates, t'as toujours rien. Donc, déjà, t'es dans une situation. Et après, quand t'as plusieurs appartements, et surtout quand c'est pas pour habiter, tu te détaches énormément faut se détacher vraiment de ses émotions et des objets. Quand c'est pas une résidence principale, je trouve que c'est assez simple. Tu poses les chiffres, tu dis, bon, bah voilà, je suis prêt à payer tant. Puis après, tu t'en vas, hein, si jamais. Et après, quand c'est ta résidence principale, bon, là, c'est plus compliqué. Et là, les limites, parfois, c'est toujours pareil. Ça sert à rien de dire j'ai négocié 20 000, 10, 30 000, 30%. Ce qui est important, c'est combien t'as payé. Si le gars, il a mis le prix 2 fois plus cher, et ça arrive souvent, les particuliers sur le bon coin, ils mettent des prix qui sont abusés. Après, si t'as négocié 30%, t'as juste payé le prix du marché, en fait. Donc, Bah ce ouais. qui est important, c'est combien tu payes. Donc, en gros, voilà, le volume, pareil, pour trouver des bons artisans, pareil, pour trouver votre copine. Non, là, il y a plus une part de chance et de chimie. Mais voilà, en gros, c'est comme ça qu'on trouve beaucoup d'expériences, beaucoup de visites, beaucoup d'offres. Pas se laisser influencer, c'est ça. Rester factuel. C'est comme ça qu'on fait des bonnes affaires, en tout cas, selon moi. Ok, donc du coup, t'as quand même développé une sorte de... Parce que je trouve que enfin, c'est rare les gens qui sont bons négociateurs. Enfin, moi, Mhm. j'ai cette impression-là quand même quand je discute avec les gens. Soit les gens, ils osent pas, soit ils se disent, ah ben non, ça va le vexer, ou du coup, ils font pas beaucoup de visites, et puis ils se disent, ah ben non, il y a rien, il y a pas de Mhm. bonne affaire. Je suis, bah ouais, mais gars, Mhm. t'as fait 5 visites. Bah, c'est vrai que nous, ce qui marche bien aussi, c'est que j'ai acheté pas mal d'appartements avec un ami à moi, parce que au bout d'un moment, moi, c'était toujours problématique que je sois non-résident français pour les financements. C'était Ah vraiment oui, le gros le problème. premier, c'est passé? Premier, c'est passé, deuxième, c'est passé. J'ai des emprunts hors société dans 2 banques en France, je crois. 2, ouais. Et c'était le fait que tes revenus soient à l'étranger ou le fait que tu habites à l'étranger Les qui était un deux. problème? Les deux. Les deux, je pense. Parce que c'était insaisissable en fait mes revenus quasiment. Alors qu'en fait bah j'habite en Europe et je crois d'après ce que j'ai pu comprendre en discutant avec des huissiers slash commissaires de justice, tu peux quand même assez facilement saisir, mais voilà ça demande plus de travail. Et les banques parfois quand c'est un truc à cocher en plus, tu sautes direct rien que quand t'es en SCI, tu sautes direct dans plein de banques et tout. Donc voilà, après je me suis associé avec un pote qui avait un peu la même vision et qui lui habitait en France. Sauf que ça a rien changé. En fait, on a galéré encore 10 fois plus parce qu'on n'était pas en couple, tout ça. Et voilà. Et puis finalement, on a trouvé un banquier, c'était un ami, mais ça, je le voyais plus trop, mais qui était étudiant avec moi. Et donc lui, c'était notre banquier principal des biens achetés en société, quoi. Ah, trop cool. Hmm. Donc voilà. Et tout ça pour te dire que, oui, donc en fait, quand t'as ton pote, il est plus important que le vendeur. Donc, en fait, très souvent, ça nous est arrivé parce qu'on a des biens. La plupart de nos biens, maintenant, il habite au Canada, mon pote. Enfin, très longtemps, c'était qu'un ou deux qui allaient visiter et tout. Et du coup, ça permettait d'avoir un des deux qui était hyper froid, qui avait pas entendu un peu les bullshit de l'agent IMO, qui était là. Non, mais voilà, on paye tant. Tu vois, qui faisait les calculs factuels et qui se laissait pas avoir. Et ça nous a beaucoup aidé dans beaucoup d'aspects. Voilà. Et parfois, on a été à deux et on a failli faire des moins bonnes affaires parce que tous les deux, c'est peut-être, tu vois, par exemple, moi, c'est hyper important, en tout cas là où j'habite, la lumière. Typiquement, j'ai dû fermer le volet pour faire le podcast. Et donc ça, c'est un truc, je vais peut-être surpayer un bien parce qu'il sera super clair, tu vois. Alors qu'après, quand tu loues, tu vas pas louer beaucoup plus cher parce que c'est clair, même si pour habiter, c'est plus agréable. Mais et donc quand tous les deux, surtout que tu visites un truc assez, tu vois, un peu lugubre, et juste après tu vas dans un appart en hauteur, la super vue et tout, t'es prêt à surpayer un bien alors que qu'en fait à la location ça vaut pas beaucoup plus quoi. Donc c'est vrai que voilà avoir un rendre des comptes et je le vois bien avec donc nous on accompagne comme toi visiblement des débutants ou enfin investisseurs un peu moins chevronnés que nous et eux vu qu'ils savent qu'ils nous rendent des comptes, franchement il y en a ils sont après on leur a appris les techniques et tout mais il y en a ils sont encore pires que nous hein. Ils envoient des trucs pas avoir honte tu vois quand t'es jeune et tout. De toute façon je leur c'est vraiment ça leur expliquer l'état d'esprit. Après t'as des techniques sur base des documents sur base bon là on parle souvent des DPE mais aussi des règlements de copro
sais, des dates, tu peux voir un peu depuis quand le vendeur il a l'appart, des trucs comme ça. Tout ça, ça permet tu peux faire même des recherches LinkedIn, hein. Enfin, t'as plein de trucs, hein, Facebook. Tu peux passer ton temps à essayer de trouver le vendeur, dans quelle situation il est. Tu peux poser beaucoup de questions. Donc voilà, il y a des techniques pour négocier. Voilà, t'as des sources externes qui sont, quand tu t'appuies sur une source externe ou sur une tierce partie pour dire, bon, ben voilà, typiquement, si tu dis, ben, la banque, elle me prête que tant, le truc qui arrive jamais, la banque, elle va jamais te dire d'avance, je te prête Ouais, 98 ouais. 000 et pas 103 000. Et si tu le dis, ça marche, c'est comme ça et c'est idiot, mais ça marche, tu vois. Et si tu vends ton frigo et que le gars, il dit, j'ai que 50 € sur moi et tu le vends 60, et je sais pas, d'un côté, tu y réfléchis, alors que s'il était pas là juste devant toi, tu y réfléchirais pas. Donc voilà, oui, on a quand même, le truc, il est assez détaillé. Mais c'est ça, rendre des comptes, je pense, c'est le volume et rendre des comptes. Déjà, si vous avez ces deux choses, tu dis à ta femme, bah voilà, je vais acheter un appart, il aura tant de renta. Et que ta femme, elle te dit, tu reviens pas avec un appart, s'il a pas tant de renta, bah ça va te forcer à faire les choses, tu vois. Enfin, Bah ouais. c'est ça, hein. Pareil, t'as des gens, ils savent qu'ils vont perdre leur emploi dans 2 ans, tu vois. Admettons, ils bossent pour une société qui perd un gros contrat. C'est un bon moyen d'investir, hein. T'as beaucoup de gens comme ça, ils sont pressés et ils arrêtent de décaler le. De décaler l'échéance, ouais. Ouais, ouais, De voilà. se lancer. Et du coup, donc tu disais le premier appart que tu as acheté en France, tu t'es dit Hmm. je vais faire la location courte durée. Mais comment tu t'as géré avec la distance? D'abord, je l'ai loué en normal. D'abord, voilà, apprendre, hein. Donc, je l'avais loué via une agence immobilière. Elle l'avait loué à un boucher. Et je sais pas trop ce qu'il a fait dans cet appart, mais l'appart, il était ruiné, quoi. Quand je l'ai récupéré, heureusement, j'avais pas fait de travaux, mais tous les meubles, il a fallu les jeter. J'ai eu des plaintes plusieurs fois du syndic que ça puait dans l'appart. J'ai envoyé mon gestionnaire locatif. Il m'avait dit que le gars, il faisait un peu flipper et tout. C'est vrai qu'après, j'ai retrouvé sa tête sur, c'était un ancien militaire, je crois. Et puis, il avait fait brûler de l'encens pour que ça se sente pas. Enfin, c'était un peu un foireux. Et donc là, déjà, à ce moment-là, moi, je fais, je sais pas comment vous faites vous, mais moi, je fais presque toutes les visites moi-même pour faire entrer les locataires. Ça m'a servi de leçon. Oui, il est quand même resté un petit moment. Est-ce que ça, c'était l'agence qui te l'avait trouvé, celui-là? Ouais, c'était l'agence, ouais. Et t'avais refait un peu à neuf l'appart et t'avais meublé ou? Non, heureusement, bah, à l'époque, j'ai pas, enfin, parce qu'en fait, je pense, pour être honnête dans la chronologie, je pense que l'appart a plus-value. Je l'ai revendu un peu après avoir acheté, enfin, en tout cas, j'avais pas d'argent. Donc, je Ok, crois que, ok. je crois que je l'ai revendu. J'ai dû quand même investir en France avant d'avoir revendu l'autre. Je pense que j'en avais acheté au moins deux, à cette époque-là. Donc voilà, j'avais écouté les conseils. C'était près sur 25 ans. Tu sais, c'était à l'époque, j'écoutais tous les contenus et tout, hein. C'était quoi, il y a 6 ans peut-être? 7 ans? Ouais, 6 ans. Donc, je rembourse 86 € par mois pour cet appart. Ah, génial. Ouais, voilà. Mettre zéro vacances locatives, donc mettre tout de suite le locataire et tout. Il est resté un petit moment. Et puis après, il y a eu, pendant le Covid, il est parti. Et là, je l'ai refait l'appart et après, je l'ai passé en location courte durée. Depuis, j'avais acheté au moins 10 appartements, je pense. Et j'avais déjà une autre LCD dans un autre appart, quoi. Parce que du coup, tes deux premiers apparts en France, tu les as achetés en nom propre et après, Ouais, non propre. et à partir du moment où tu t'es associé, tu as commencé à acheter en SCI LIS. Ouais. Donc là, on en a acheté pas mal, hein, une bonne 15 peut-être. Ouais. Entre-temps, j'en ai acheté aussi d'autres en nom propre avec mon ancienne compagne. Du coup, maintenant, je les ai rachetés. Ça a été tout un bordel. Voilà, si on peut dire assez compliqué, hein. Si ça vous arrive, essayez de revendre les apparts. Moi, je les avais achetés il y a pas longtemps. Du coup, ça m'arrangeait pas de perdre le notaire. On avait fait des travaux et tout. Les prix avaient augmenté. Mais ça a été 1 an pour reprendre deux petits prêts à moins de 100 000 euros. Ça, c'était assez compliqué. Voilà ce que... Donc, tous les apparts que j'ai seuls, je les ai en meublé. Et les autres, on en a quasiment pas en meublé. À part, on a une LCD. On a des concierges, ouais. On a des concierges que j'ai rencontrés via Instagram. Après, j'ai eu plein de problèmes avec, d'abord, mon premier concierge. Au bout d'un moment, d'abord, il était bon. Après, il a mis des prostituées dans les apparts. Aïe, aïe, aïe. En fait, quand je l'avais eu, le premier concierge, c'était le seul de la ville. Il avait que 5 appartes. Et à la fin, il avait 70 appartes ou 80 appartes. En fait, il payait plus personne. Moi, à la base, je m'étais dit, bah, ça craint rien parce qu'en fait, c'était mon IBAN c'était son compte Airbnb, mais c'était mon IBAN. Je me suis dit, bah, l'argent, il arrive sur mon compte. Donc, il n'y a pas de fraude possible. Sauf qu'en fait, au bout d'un moment, bah, il avait des contacts, je pense, en direct. Puis, il bloquait sûrement les nuits et tout. Enfin, où il Ah où il ouais, ouais, refusait les ouais. résas.
Donc pendant un an, c'était bien passé, on va dire, si ce n'est que j'ai eu des cafards assez vite après les travaux. Je sais pas si c'était lié aux travaux, ça, on ne saura jamais. Mais ça, c'est une plaie hein, quand tu es en location courte durée. Parce que du coup, pendant des mois, tu loues pas, hein, parce que tu peux pas te permettre d'avoir un commentaire cafard dans l'appart. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc ensuite, j'avais plus de location et tout. Mais du coup, toi, t'as jamais géré toi-même des locations courte durée. Tu t'es tout de suite dit, Mm. je trouve un concierge et c'est lui qui gère, quoi. Mm. Bah là, en fait, pour te dire, ça fait un mois que je gère une location courte durée qui est mon propre appartement. Parce qu'en fait, je suis très rarement pour les apparts et tout, je vais souvent en France. Je t'ai dit, je pars 2, 3 mois par an. En fait, je me suis dit, bah c'est idiot, mon appart, c'est mon bien qui a le plus de valeur. Et en fait, j'en tire aucun revenu. Alors bon, c'est pas simple, hein. J'ai mis en place des choses. Il y a des parties que je ferme et tout. Mais voilà, le premier mois, là, en mai, il m'a rapporté, alors que j'étais pas en vacances, hein, juste sur base des week-ends. Et après, parfois, j'avoue, j'ai même fait venir des gens dans ma chambre d'amis. Parce que moi, j'aime bien voir des gens et tout. Mais il m'a rapporté 1 600 euros. Ça, c'est du cash flow, 100% cash flow, quoi, hein, parce que de toute façon, t'as déjà les dépenses. Donc, en fait, ça fait un mois que je gère, et c'est 10 fois plus simple de gérer toi-même, quoi, parce que déjà, tu connais l'endroit, tu connais les alentours, tu connais l'appartement, tu repasses dedans super souvent, parce que moi, quand je repasse dans mes locations courte durée, je vois, alors c'est complètement deux philosophies différentes, tu vois. Mais je me dis, si c'est un business, tu commences enfin, tu vois, on parlait avant du podcast, c'est un process qui est ultra long. Au bout d'un an, t'es toujours pas arrivé. Là, en 2 jours, boum, j'avais déjà pris, je sais pas, 500 euros de réservation. Donc voilà, depuis un mois, je gère pour la première fois. J'ai créé ma première annonce Airbnb et tout, parce que sinon j'avais toujours des concierges qui faisaient Ah ouais, ça. donc en fait, t'avais pas mis les mains dans le cambouis, t'avais tout de suite fait confiance. Bah oui, parce que ils sont à distance, donc Mm. même si je sais qu'il y a des gens qui arrivent à gérer et tout. Et les concierges, ils prennent combien de pourcentage, en fait? Ils prennent 20% de hors ménage, plus le ménage. Ok, Enfin, le ménage, c'est pour la femme de ménage, sans marge. Et après, ils prennent 20%, c'est à peu près ça les tarifs. sur toutes les entrées d'argent, quoi. Hors ménage. Ok. Ah, donc Ouais. c'est vachement intéressant quand même. Ça dépend ce que tu cherches. Moi, c'était toujours là, parce qu'on n'en a pas parlé, mais vu que j'ai d'autres activités, moi, le but, c'était d'acheter le plus possible. Donc, j'étais pas en mode chercher les 200 euros de cash flow en plus. Peut-être que si un jour je rentrais en France, je gérerais moi-même, je sais pas, mais sinon, bon, ça te rend le truc plus intéressant que la longue durée, mais ça t'enlève quand même une bonne partie parce qu'en fait, c'est ta marge, quoi, qui est vraiment part, c'est vraiment ce qui, enfin, si tu fais 1 000 euros, ça fait 200 euros, tu vois, sur Ouais, ouais, ouais. et puis, ça dépend, en fait, vachement des logements. Tu vois, mon petit studio, je le louerais peut-être 400, et là, il me fait à peu près 1 000. Donc là, avoir 800, c'est intéressant, même si t'as le Internet en plus et les lecs. Après, on a un appart qui est vraiment bien, plus grand et tout. Il rapporte pas beaucoup plus. Et celui-là, on pourrait le louer peut-être dans les 650, tu vois. Et là, il rapporte, on est en train de se tâter ce qui fait peut-être 1 200. Et là, on a le chauffage électrique aussi. Et ça, c'est un truc, ça te change tout. Parce que le chauffage électrique, normalement, c'est pour le locataire. Et là, c'est pour toi. Alors que l'autre, c'est collectif. Et vu que c'est un studio, c'est pas cher le chauffage, tu vois. Donc ouais, je trouve qu'il y a des biens qui s'y prêtent beaucoup mieux que d'autres, quoi. Ok, ouais, donc du coup, et donc sur ton, on va dire sur ton portefeuille immobilier, Mhm. t'as combien de pourcentage de location courte durée et plutôt de longue Bah, durée? j'ai les deux là dont je t'ai parlé. Un super bien placé en plein centre, vue sur une super belle église dans les rues piétonnes, tous les restos, parking souterrain en dessous. L'appart trop bien, qui rapporte à peine plus que le studio de 17 mètres carrés, moins bien placé, sans parking. Ah, c'est ça qui est dingue, quoi. Ouais, dans la même ville, hein. Les deux sont dans la même ville, hein. Et tes locations courte durée, c'est plutôt dans des villes prestigieuses, un peu touristiques? Enfin, quand je dis, Non, non. où t'as aussi des LCD, des locations courte durée dans des zones un peu où tu penserais pas que ça pourrait marcher. Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'au début, il y avait qu'un concierge. Ok, et tu peux nous dire le nom de la ville là pour ces LCD-là ou Non. pas? Non, ok, non, c'était juste pour savoir. Parce que là, chaque jour, il y a plus de LCD. Ok, Donc ça, d'accord. c'est à Paris, vue Tour Eiffel. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Excellent, non, il n'y a pas de souci. Non, mais je comprends quand on a Mais la des... LCD, typiquement, et ça, je peux le dire, je pense, ça marche partout. De ce que je vois, ça marche vraiment partout, dans les petites villes, les grandes villes. Parfois, tu vas avoir des voyageurs. Tu vois, pour ma résidence principale, moi, j'habite plutôt dans une ville qui est orientée affaires, on va dire. Les voyageurs que j'ai eus, c'était des touristes, des gens qui avaient habité là, qui revenaient pour le business,
des gens qui avaient rencontré en vacances quelqu'un du coin, leur nouvelle copine. Tu vois, des trucs rien à voir, quoi. Alors que si je te donne sur le papier, et tu vois, typiquement, à un moment, je voulais acheter, vu que je suis de l'Est, un appart à Strasbourg pour faire de la location courte durée. Et mon associé, il en a. En fait, il en a repassé pas mal en longue durée. Parce qu'en fait, les touristes que t'as, ils viennent pour, tu vois, c'est comme une ville touristique. Je pense que la cathédrale de Strasbourg, c'est un des monuments les plus visités de France. En fait, les touristes restent pas assez longtemps. Ils viennent, ils vont pas faire une semaine à Strasbourg. Alors que dans les plus petites villes, tu vas avoir des gens qui viennent pour travailler. Alors, ok, tu vas louer peut-être 2 fois moins cher, mais tu vas louer, tu vois, pour un mois, typiquement, ça m'est arrivé plusieurs fois de louer, ça, c'est les meilleurs plans, quoi. On avait chopé, là, dans l'appart très bien placé, on avait chopé un gars à 1 600 € par mois, tu vois, versus 650. On l'avait pendant 3 mois. Ça te fait, là, t'es bien. Ouais, c'est malin parce que en fait, en gros, Hmm. tu veux dire que en fait, les villes touristiques, c'est pas forcément le bon plan et Non, je pense pas. Parce que tu surpayes l'IMO, tu as beaucoup plus de concurrence, et en fait, les gens restent pas assez longtemps. ah, c'est trop intéressant, trop intéressant. Hmm. Enfin, en tout cas, c'est mon analyse, hein. Après, peut-être que certains en ont d'autres, hein, mais Ok, donc super. Attends, j'avais encore deux, trois questions là qui me vas-y, venaient. vas-y. Alors là, juste peut-être pour conclure par rapport déjà à ton parc immobilier, là, donc tu as Hmm. investi depuis, on va dire, tu as commencé le locatif en 2013, c'est ça? 2013, j'ai acheté ma RP. 2015, c'était 2015, j'ai acheté le premier appart. Ok. Et en France, ça doit être 2017. Je pense que j'ai commencé à en acheter. Ok. Ouais. Et du coup, là, aujourd'hui, tu te retrouves avec un parc immobilier de combien de lots? J'en ai à peu près une vingtaine. Ok. Et ils sont toujours, c'est toujours en appart. T'as jamais acheté d'immeuble complet aujourd'hui. Ouais, je veux pas d'immeuble. Alors vas-y, pourquoi tu veux pas d'immeuble? Bah, plein de raisons. Déjà, j'habite pas sur place, hein. Pour moi, les immeubles, c'est quand même une gestion qui est supplémentaire. Alors après, tu peux me contredire, hein, si tu, parce qu'on en a parlé avant, que toi, t'as des Ah ouais, immeubles. ouais, ouais, nous on est que sur des immeubles, mais moi je me verrais pas acheter autre chose qu'un immeuble. Donc, en fait, les immeubles, en fait, j'aurais tellement d'arguments. Bon, j'essaie Ouais, de, c'est super je vais intéressant te parce les que. dérouler dans l'ordre. Donc déjà, dans le principal qui m'a fait décider de pas avoir d'immeuble, c'est que dans la ville où j'ai le plus d'appartements, un immeuble de 4 appartements, ça coûte le prix de 5 appartements à l'unité. Ça, c'est typique, Ah ça, ouais. c'est le gros problème. Voilà, parce qu'en fait, il y avait beaucoup, je pense, de youtubeurs et tout qui ont dit acheter des immeubles et les gens, ils surpayent les immeubles. Ça, c'est vraiment le Ouais, b.a-ba. super intéressant. Ensuite, les immeubles, je te donne mes arguments, hein. Il y a des Ok, super ok. bons arguments qui pour en acheter, qui sont, tu vas une fois chez le notaire, une fois à la banque. Après, tu peux faire beaucoup plus simplement de la location courte durée de tes travaux et tout. Ça, je le vois. Par contre, ce que je vois, c'est tu as tout le temps un rez-de-chaussée et un 3/4e étage sans ascenseur. Donc moi, j'ai acheté dans souvent des villes pas très chères. Donc ça veut dire soit c'est déjà loué, locataire de merde. Donc on a visité un 5-10 chats, voilà, des trucs comme ça. Donc en fait, t'as pas les meilleurs apparts, tu peux pas acheter que des. Moi, j'aime bien acheter des apparts alors, au 2 ou 3e étage, tu vois, avec. Enfin, à partir du deuxième, pour moi, il faut un ascenseur ou troisième max. Enfin, deuxième ça va, troisième c'est vraiment vraiment la limite sans ascenseur dans lequel j'irai. Quatrième, j'y vais pas. Donc il y a ça. Tu concentres énormément ton risque parce que bon, moi je suis financier à la base. Tu vois, j'ai un pote, il avait un immeuble, c'est mon expert comptable, il arrête l'IMO à cause de cet immeuble. Qu'est-ce qu'il a eu? Il a eu agence qui lui gérait l'immeuble. Il avait une garantie loyer impayée. L'agence qui était en faillite n'a pas payé la garantie. Du coup, au bout d'un moment, la locataire qui payait plus, eh ben, il était même pas assuré, alors qu'il payait l'assurance. Parce que Ah là, ouais. ça, sans-papier, immeuble qui touche, où ils ont mis des sans-papiers, musique à fond, ils travaillent pas forcément vu qu'ils ont pas de papier. Je pense que c'est compliqué. En face, un supermarché qui a fermé, enfin un drive. Maintenant, ils mettent là, ils viennent de rouvrir un truc un peu genre des halles couvertes et tout. Mais pendant 2 ans, musique à fond, ça squatte, les flics qui viennent jamais. Donc voilà, 5 apparts cramés. Enfin moi, parce qu'en fait, mon pote, quand il voulait le vendre, je suis allé le faire visiter. Les locataires, ils ont dit, en fait, c'est pas cher, donc on est content, mais on va partir parce que trop de bordel. En gros, tu veux dire que tu diversifies plus ton risque parce que vaut mieux avoir 10 apparts un peu partout Ouais, c'est ça. que 10 apparts au même endroit, quoi. Exact. Ça, si vraiment tu choisis bien tes locataires, ça t'arrive pas, mais c'est pas écrit sur leur front. J'ai un appartement, le voisin d'en dessous, c'est un schizophrène. Je crois qu'il y a à peu près 1% des gens qui sont schizophrènes dans le monde, enfin en France, dans le monde. Ça, peut-être tu le sais pas quand t'achètes. Donc moi, il embête un de mes locataires, tu vois. Mais si, admettons, je l'avais fait rentrer dans un immeuble où j'ai 5, 6 ou 15 logements
qu'est-ce qui se passe? Tu peux pas le virer, le gars. Il est juste schizophrène. C'est pas une raison pour virer les gens. Ouais, non, mais je comprends. Mais moi, j'aimerais bien avoir 10 immeubles Ouais. dans 10 endroits différents. Ouais, voilà, comme c'est ça. Oui, à choisir au lieu de 20 lots, peut-être que j'aimerais bien 20 immeubles de 10 lots. Donc voilà, c'était ça. Et ensuite, je suis pas sur place. Donc quand t'as un immeuble, si t'as un problème tout bête, les poubelles qui sont pas rentrées, des trucs comme ça, compliqué à gérer quand t'as plusieurs centaines de kilomètres. Voilà. Et après, typiquement aussi, je dois l'avouer, je sais pas acheter des immeubles. Je sais pas. Voilà, il y a plein de trucs. Le toit, tu le vois pas souvent. Tu peux aller en dessous, ok. Mais voilà, je sais pas la structure, tout ça. En fait, j'ai pas les compétences. En fait, Ouais, moi, le toit, souvent, on le regarde sur Google Maps si on peut pas ouais. le voir. Et souvent, normalement, il y a moyen d'escalader ou de faire venir quelqu'un Mm. qui va regarder, Ouais, quoi. ou Mais avec un drone, ouais, je pense que tu peux regarder. ouais. Donc voilà, c'est un mélange de peu d'opportunités parce que j'en ai cherché un moment, mais aussi j'en ai pas cherché longtemps. Donc on en revient là aussi, j'ai de la négo. Vu que j'en ai peu Ouais. cherché, j'en ai pas beaucoup trouvé. Ce que je trouvais, c'était soit aussi un autre point, c'était déjà loué parce que c'était des gens qui avaient beaucoup d'immeubles, donc locataires de merde, typiquement parce que c'était des gens qui Ouais. avaient Non, mais beaucoup nous, on a d'immeubles. acheté que des immeubles vides, en l'occurrence. Enfin, je précise, mais Soit immeuble vide, mais alors il faut trouver vraiment l'immeuble où après travaux, t'es encore dans les prix du marché. Et ça, dans les villes où j'ai acheté, la plupart, donc j'ai acheté dans des villes, on en a parlé, à plus que 10 000 euros le mètre carré. Et j'ai acheté à 700 euros le mètre carré des appartes aussi. Donc j'ai acheté beaucoup d'appartes dans des villes à moins de 2 000 euros le mètre carré. Et souvent, en tout cas moi, ce que je voyais, mais parce que aussi j'ai pas assez cherché, hein, faut dire ce qui est, j'ai peut-être visité 10 immeubles dans ma vie pour acheter, ça collait pas. Les travaux que je rajoutais, plus le fait d'être à distance, plus le risque, ne faisait pas que à la fin du compte, je m'y retrouvais. Et tu vois, j'ai un de mes meilleurs amis, il a plus que 100 appart, il a acheté des trucs à des prix, mais vraiment ultra bas, tu vois, ultra bas, parce que dans les villes moyennes, si tu as 6, 700, 800 000 euros, bah, en gros, tu es tout seul. Parce que les super gros, ils veulent plus gros. Et les investisseurs normaux, ils ont pas assez. Il a acheté des trucs, mais vraiment pas cher. Mais après, à la fin, une fois qu'il a tout refait, je dis, ça fait 2 ans que tu es là-dessus et ton appart, en gros, il t'a coûté le même prix que moi, l'appart que j'ai acheté, alors qu'il est un tout petit peu moins bien, mais où j'ai eu 0 mois de travaux, quoi. Donc voilà, ouais. ça dépend des villes, de aussi la durée de détention, enfin, de plein de choses. Et du coup, ton associé, parce que là, donc, tu parles de ton pote qui en a 100. C'est pas lui, ton associé, c'en est un autre, c'est ça? Ouais, avec lui, non, je vais pas m'associer. Ok. Et lui, tu vois, vu qu'il a 100 appart, il a pas grand-chose à m'apprendre parce qu'en fait, il est dans un autre monde, je trouve. Ok. Typiquement, à un moment, bon, lui, il est associé avec son père. C'était comme ça qu'il a pu, son père en avait déjà et tout. Mais à un moment, ils ont eu un problème, c'était en Alsace. En fait, à l'époque, on prêtait de l'argent en francs suisses parce que les taux étaient plus bas. Sauf qu'à un moment, le franc suisse, il a commencé à prendre énormément de valeur par rapport à l'euro. Et donc, les gens qui avaient un emprunt de peut-être 500 000 francs Ah suisses, ouais. équivalent 400 000 euros, ils se sont retrouvés avec un emprunt de 500 000 euros. Donc, tu avais payé toute l'année. Et donc, lui, en gros, ça leur est arrivé, mais sur plusieurs millions. Et ils ont arrêté de payer la banque. Ils ont dit à la banque, je vous paye plus tant que c'est pas réglé. Et pendant 3 4 ans, ils ont pas payé la banque. Toi, tu essayes de faire ça, tu vas voir ce qui Ah t'arrive, tu vois. ouais. Donc en fait, voilà, ils ont accès à des trucs, ils ont accès à des biens aussi. Mon pote, c'est son métier, donc lui, il va trouver des biens qui sont un peu abandonnés, ou tu vois des associations qui vont déménager. Enfin, il est dans des coups vraiment. Il est tout le temps en prospection, tu vois. Il a trouvé des bonnes affaires, hein, mais Ouais. lui, il fait ça à plein temps avec des moyens qui sont pas les mêmes et aussi il fait des travaux beaucoup lui-même parce que c'est ça qui permet que pour lui ce soit rentable, c'est de faire des choses lui-même. Que moi, voilà, je suis pas envie de faire de travaux. Et du coup, là, tu arrives encore à garder un rythme d'acquisition? Ou comment ça se passe là au niveau de... Bah là, pour être honnête, depuis 2020, donc j'ai acheté mes derniers biens fin 2022. En 2022, j'ai acheté 1 million d'euros d'IMO quasiment tout seul. Et là, je suis un peu en phase de. Déjà, je suis hyper endetté, faut dire ce qui est. En plus, mon associé il est au Canada, donc je peux plus racheter avec lui. Donc là, pour l'instant, je suis en pause d'invest. Ok. Et je suis pas sûr que je vais acheter encore cette année. Parce que puis là, voilà, les taux, tant que c'est pas, ça me dérange pas que les taux soient hauts, mais ça me dérange que les taux soient instables. Tant que c'est instable,
j'ai pas envie d'acheter en fait. Là, on le voit bien, les prix commencent à baisser. On sait pas, voilà, on les taux. Enfin, Ouais. je pense que la plupart des gens font pas confiance aux politiciens et à juste titre. Donc voilà, pour faire n'importe quoi, ils nous ont bien montré que c'était possible. Donc je vais attendre que au moins ça se calme cette histoire de changement des taux, sauf Ouais, à faire ouais. de fou. Mais pareil, je cherche pas beaucoup, donc Ouais, c'est aussi au niveau de timing, c'est que, enfin, moi, je sais par exemple que nous, après notre troisième immeuble, on avait mis plus de 2 ans pour faire les travaux et hmm. on s'était dit, on fait une pause, tu vois. Ouais, Parce c'est que ça fait ça. du bien aussi de faire des pauses pour se reconstituer de la Ouais. trésorerie aussi, si on a dû mettre de l'apport, Hmm. c'est par phase, quoi. Ouais, c'est un peu un mélange de tout, hein. C'est vrai que ouais, donc ouais, pendant les 3 dernières années, on a acheté au moins 5 apparts par an. Voilà, moi j'ai déménagé, j'ai racheté là ma résidence principale. Enfin, beaucoup de choses ont fait que pour l'instant là, je pense 2023. Mais tu vois, ça m'a quand même démangé parce que ma résidence si j'avais acheté des apparts, j'aurais pas mis ma résidence principale en sur Airbnb Booking, tu vois. Mais là, vu que en fait, je pense que ça me titillait trop de pas avoir de nouveaux biens en location. Je me suis dit, allez hop. Ouais. Et en fait, quand j'en parle maintenant, il y a pas mal de gens, surtout avec des enfants, qui le font, hein. Là, j'ai eu deux couples qui ont beaucoup voyagé qui le font. Donc, je sais pas s'il y a des gens débutants dans nos auditeurs. Bah, ils font ce qu'ils veulent, hein. Mais si t'as pas d'argent, je pense que vous avez aussi, enfin, les débutants qui nous appellent, souvent, il y a beaucoup de gens qui ont très peu d'argent de côté, quoi. Et si tu veux te faire, Ouais. Non, mais des fois, il y a des choses à faire de optimiser ce qu'on a déjà, en fait. voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, tes dépenses, elles sont fixes tous les mois. Donc, et puis en plus, tu as aussi les impôts qui font que même si tu gagnes plus et les cotisations. Donc voilà, c'est une bonne, je trouve, que c'est une bonne solution. Et le dernier point encore qui m'intéresse de ton parcours, c'est Hum, par rapport au fait que tu te sois associé. hum, Comment est-ce que, parce que donc de ce que j'ai compris, c'est que tu avais commencé à investir en couple avec ta compagne hum. pour démarrer, et après, là, tu t'es trouvé un associé. En fait, t'as pas été dégoûté d'investir à deux parce que le fait que que vous soyez séparés et que tu aies du tout racheté à ton Ouais, ex. alors pour la chronologie, on va essayer de faire simple. Donc d'abord, j'avais acheté avec mon ancienne compagne. C'était très simple, c'était que de toute façon, je pouvais rien acheter tout seul. Donc là, la question, elle se Ok. posait pas. Donc moi, je commençais, j'avais 20 000 euros de côté, je t'avais dit au bout de 2 ans. Et puis j'étais super amoureux, hein. C'était à l'époque, hein, on est jeune, on est. Donc voilà. Ensuite, là, c'est à refaire maintenant à mon âge. Et je pense que bah là, j'ai une copine qui est investisseuse aussi, hein. Merci, bye bye patron. On est d'accord tous les deux pour ne plus rien acheter en couple, quoi. Parce que, mais en fait, ça m'est arrivé beaucoup plus tard, ma séparation avec ma première compagne. Donc d'abord, j'ai acheté avec elle. Ensuite, j'étais encore avec elle, j'ai acheté tout seul en France parce qu'elle n'était pas française aussi. Et moi, je voulais acheter. Ensuite, j'ai acheté avec mon associé. J'étais toujours avec la même compagne. Et ensuite, je me suis séparé. Et ensuite, j'ai continué à acheter. Tout seul, ouais. Voilà. Ok. Et du coup, le fait que d'être associé, c'était une nécessité ou c'était une envie? Non, c'était un peu faire un truc avec un ami autre que boire des bières ou jouer au tennis. Plus le fait que lui, on était une bonne synergie. Lui, il est plombier chauffagiste. Enfin, à l'époque, il était plombier chauffagiste. Il avait beaucoup de routes, donc il pouvait appeler. C'est un très bon ami. Et il habitait en France. Donc ça faisait des critères Qui matchait bien en fait, et tu t'es dit go quoi. qui matchaient bien. Mais c'était pas un problème d'endettement. En tout cas, c'était pas du tout un problème d'endettement. Ok, Enfin, de surendettement surtout. ok. Mais le fait qu'il habite sur place, ça a aidé quand même pour, contrairement à toi, pour les prêts quand même. Non, ça n'a pas aidé. On pensait, mais au Ah final, ouais, ça ça a nous a pas pas aidé. aidé. Sauf que ça l'a su qu'après. D'abord, on Ok. avait déjà l'offre validée, le compromis avec la clause de substitution. Et après, on nous a dit, ah non, mais en fait, non. Et Ah c'est ouais. qu'à la toute fin, on a fait au moins, donc le premier achat, il coûtait 45 000 euros. Je pense qu'à nous deux, enfin, on gagnait largement plus que 5 000 euros cumulés, quoi. Donc, c'était un petit achat, tu vois. Et on a fait 10 banques. Ah ouais, la galère. Donc, voilà. Ok, bah en tout cas, merci. Je pense qu'on a fait un beau petit tour. Et ben, de rien. Pour les personnes qui t'ont apprécié et qui veulent continuer à t'écouter, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver du coup? Le plus simple, c'est vous allez sur mon site, c'est facile, www.grosbillet au pluriel bien sûr, .com. Et là, vous avez tous mes liens, podcast, Instagram. Donc le plus simple, c'est Instagram, bye bye patron avec des underscores, c'est là où on s'est écrit. Mais sur mon site, il y a tous mes liens. LinkedIn, vous pouvez m'envoyer un mail, info@byebyepatron.net.
Et voilà. Eh ben, nickel. Je pense que c'est le plus simple. Ou sinon, bah voilà, de temps en temps, je fais des événements. Là, j'ai fait un événement à Strasbourg. Si vous êtes en Alsace, j'y passe assez souvent. C'est là où j'ai le plus de bien. Donc, n'hésitez pas à m'écrire. Bah, en tout cas, merci d'être venu et d'avoir partagé tout ça. C'était un grand plaisir. Eh ben, moi aussi, plaisir partagé. Et donc, je sais pas si vous serez deux ou juste toi sur mon podcast. Ouais, comme ça t'arrange, on va en discuter. Ok. Bah, les couples, c'est toujours bien parce que Bah, la carrément, psychologie pourquoi pas. du couple, c'est toujours très intéressant. En Trop tout cool. cas, occupez-vous bien de votre femme ou de votre mari pour ne pas vous séparer. Je le dis vite fait, mais ma séparation, ça m'a coûté à peu près 150 000 euros sur mes biens immo. Donc, voilà. Soyez contents, occupez-vous bien de vos conjoints et faites des gros billets. Merci beaucoup. À plus. Salut. À très bientôt. Ciao.